Après le mariage civil à la mairie, va succéder pour Cemal et Mona le mariage traditionnel kurde. Ça va, vous entendez bien? Oh oui, ils sont bien gentils. Je vous assure, il ne fait pas de mal, ni les uns ni les autres. S'ils ont besoin de quelque chose, ils ont qu'à nous causer. Vous n'êtes pas venu au mariage? Vous Ah pas non, je n'étais pas invitée. Vous n'étiez pas invité? Oui, il faut qu'il vous invite pour le déjeuner, là. Oh non, pas du tout. Vous voulez pas venir déjeuner? Ah non, merci. Après? Oh non, pas du tout. Non? Parce que vous pouvez venir déjeuner, ils vont déjeuner dehors, là-bas. Non. On va chercher la fiancée, Oui. et puis on va déjeuner. On va déjeuner dans le château, portes, là. Oui, aux portes, oui, c'est ça, oui. Oui. Ah, oui. Ce sera pour une autre fois, quand il mariera la deuxième. Et puis je serai peut-être plus là, moi. Oh. Oui, Quel âge avez-vous? À 89 ans. Oh. Bien. Ça commence pas à faire. Voyez le petit minou, là. Vous n'avez pas porté la sucrée. Il fallait porter la sucrée. Ah. Avec une pot de chambre. Oui. C'est quoi la sucrée avec une pot de chambre? Eh bien, on porte au marié, et puis il faut qu'ils boivent après le pot de chambre. Ah bon? Oui. Bravo. Ah, tamam. Müşkene, müşkene. Müşkene. Müşkene, müşkene. Ah, tamam. Ce jour-là, Mona reçoit son frère et sa famille, réfugiés politiques aux Pays-Bas en 1995. Nous évoquons le séjour et la rencontre de Cemal et Mona dans le camp de Bourlastik en 1989. J'ai été avec Mehmet dans votre village natal, dont il ne reste rien que des pierres. Oui. 3 fois été brûlé, il y avait maintenant personne de vue. En juillet 2010, Mona, son mari, Cemal, et leurs 3 enfants se rendent pour la 3e fois au Kurdistan d'Irak. Je confie une petite caméra à Messil, le fils aîné, qui l'utilise pour la première fois pour filmer le voyage de près de 5000 km. Leur premier voyage avait eu lieu en 2004, après la chute de Saddam Hussein, près de 4 jours, 3 nuits. C'est alors que Mona découvrit les ruines de sa maison et les enfants, les Peshmerga, les partisans kurdes. On arrive en Allemagne. Durant une vingtaine d'années, je rencontrais souvent quelques-uns des réfugiés kurdes de Bourlastik. J'allais également, je filmais aussi, dans les pays qui composent une possible nation sans État. Aujourd'hui, 24 ans ont passé depuis l'Anfal, la catastrophe des massacres et destructions perpétrés par le régime de Saddam Hussein dans le Kurdistan irakien. Un temps écoulé équivalent à celui compris entre la libération des camps de concentration et mai 68. Peut-être une durée mémorielle comparable
celle d'un possible retour en mémoire partagée. Il me manque une cassette, Slovénie, Croatie, Serbie. Il était tard, hein, c'était la nuit. Je crois que comme mon père l'a dit, il devait être 2-3 heures du matin, peut-être plus que minuit. Donc on ne voyait pas très bien non plus la nuit. Et puis peut-être que j'étais un peu fatigué, je me suis endormi. Depuis une dizaine d'années, ces familles séparées par la guerre se retrouvent. Retrouvailles au pays pour les adultes, découverte de leur origine pour les plus jeunes. C'est le sens de la démarche que j'ai entreprise en conversant avec quelques-uns de ces anciens réfugiés de Bourg-Lastic. Et comme l'histoire n'a pas de fin, je suis parti à la découverte d'un nouveau monde, celui qui voit la naissance d'une nation dans un embryon d'État. C'est alors que de nouvelles questions se posent. Qu'est-ce que cela change dans la vie de ces Français d'origine kurde? Alors moi aussi, une fois encore, j'ai pris la route. Donc cette année, on est arrivé à Diyarbakir, où on est resté une semaine. Et puis nous avons laissé notre père chez ma grand-mère et nous sommes allés avec l'aide d'un taxi jusqu'à la frontière irakienne, puis de l'autre côté de l'Irak, donc le côté kurde. Et avec ce taxi, on a eu quelques petits problèmes. Et donc les pépins sont accumulés jusqu'à nous forcer à aller donc, dans un garage près de Silopi. On voyait des enfants de 10-12 ans qui travaillaient avec leurs parents. Alors en 2004, quand on est allé pour la première fois donc, au Kurdistan d'Irak, on est passé par la ville de Merdjin, donc passé à proximité, on va dire, du camp l'ancien camp de réfugiés de ma mère et de toute sa famille. Il n'y avait rien en fait pour marquer le camp. Donc c'est mon père qui nous a d'abord dit à nous les enfants, c'était par ici que se trouvait le camp de ma mère. Donc ma mère nous racontait un petit peu aussi, pas son histoire, mais nous montrait, nous disait ouais on a vécu je ne sais combien de temps là-bas, 9 mois là-bas. On se dit quand même qu'il y a une partie du passé de ma mère et de toute sa famille qui est là-bas, mais étant donné qu'il n'y a rien, qu'on peut rien y voir, vu qu'il n'y a pas de tente ou de maison, rien, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'évoque le lieu pour elle ou pour les gens de sa famille qui doivent passer par là-bas encore. Cette route pourrait être nommée le chemin du peuple kurde. De Diyarbakir, capitale du Kurdistan de Turquie, la route longe la frontière syrienne, d'où l'on aperçoit derrière les barbelés et les miradors Kameishli, la grande ville syrienne à majorité kurde. Puis la route suit un moment le Tigre et pénètre en Irak. Une fois la frontière franchie, la voie s'ouvre vers Duhok, Erbil, Souleymaniye, dans le Kurdistan autonome, qui porte l'espérance d'une nation. Mais entre la Turquie et l'Irak, c'est comme d'habitude, hein, c'est une frontière où on met pas mal de temps pour passer d'un poste à l'autre, du côté turc au côté kurde. Et donc ça a mis à peu près 4-5 heures. Hein. Ouais, c'est tout le temps comme ça, le temps qu'on vérifie nos papiers, nos bagages, puis qu'on aille changer,
Je sais pas, créer de nouveaux papiers, en tout cas, quand on rentre en Irak. Il y a des postes, des espèces de petites cabines, comme des péages, en fait, en France, où on arrive et puis c'est là où ils commencent à demander les papiers de l'assurance du véhicule, les passeports, peut-être le papier d'identité, le reste. On voit beaucoup de cabines, il n'y a que 2-3 cabines qui sont ouvertes à chaque fois. Et puis c'est là où on fait attendre un peu tous les taxis, parce qu'il y a pas mal de taxis, hein, finalement, qui font l'aller-retour. Et c'est là où on va attendre en général 1 ou 2 heures. Et puis après, voilà, on ouvre tous les bagages, on voit ce qu'il y a dedans. Et puis après, c'est pas la fouille qui dure longtemps, c'est plutôt le temps de faire tous les papiers, toutes les formalités administratives. Surtout qu'ils font pas mal de pauses aussi dans les postes frontières, hein, surtout du côté kurde. Il y a pas mal de pauses, ça, pour manger ou pour après, je sais pas, ils inventent d'autres pauses aussi. J'imagine qu'ils doivent rechercher sûrement des armes, puisque après les conflits qu'il y a eu en Irak, les conflits qui ont déjà plus d'une dizaine d'années, il y a eu pas mal d'armes en circulation. Peut-être des objets de propagande, peut-être. Peut-être des objets de propagande, peut-être, des vidéos, des petites cassettes, je sais pas, par exemple, hein. Ou des photos, peut-être, montrant certaines choses qui sont pas censées arriver en Turquie. On arrive à passer de l'autre côté, et c'est là où il y aura d'autres formalités encore pour vérifier la voiture, parfois changer les plaques aussi. Du côté kurde, effectivement. Et puis, on arrive après, au bout d'un certain temps, dans la grande salle, où là, on peut s'asseoir et puis prendre un verre d'eau, un thé. Et là, on attend qu'il y ait 5-6 personnes qui viennent tamponner notre papier. Et parfois, les taxis, qui ont leurs habitudes, donnent un petit billet, que ce soit du côté turc ou du côté kurde. Il leur arrive de payer un intermédiaire pour faire passer un peu plus rapidement le bakshish. C'est mon cousin qui est venu me chercher à la frontière, vu qu'il travaille lui aussi à la frontière. C'est lui qui nous a ramenés directement chez lui. سر دجله ده گریا به هر دو چوانه گوت لمنی چه شرمک مزنه گرانه لباشوری ولید خلکی مبوی پریشانه دیگرنه لوارکی بولی ببن میوانه فلکا خاینی چه شرمک مزنه گرانه لشنا بران سر دست بوی مزوبانه میوان راست کرنه چادرو کنه. Voilà, ça c'était notre maison en 1983. Je l'avais construite. En 1988, on l'a quittée définitivement sans rien emporter avec nous. C'était une grande maison avec 4 chambres, un salon. On n'a rien pu emporter sauf quelques habits pour les enfants. Nous avions 5 enfants, on est tous partis ensemble. Ce sont les peshmerga de la ville d'Hamid qui sont venus. Ils nous ont demandé de partir et d'aller derrière ces montagnes vers la frontière de la Turquie. Quand j'ai entendu ça, j'étais désespéré et je me suis dit que c'était fini pour nous. Ça ne serait pas comme l'autre fois parce que la guerre entre l'Iran et l'Irak allait finir et toute l'armée de Saddam allait nous attaquer avec toutes ses forces. J'ai demandé à ma famille d'aller vers cette montagne et d'y construire une baraque. C'était mieux de mourir là-bas que partir à l'étranger. J'ai dit à ma mère, tu ne te plaindras pas après. Si on part en exil, ce sera très difficile pour nous. Il vaut mieux mourir sur nos terres que de survivre à l'étranger. Ma mère m'a obligé de partir comme tout le monde. J'ai pris les documents politiques qui étaient chez moi et je les ai cachés là-bas, en bas.
On a pris les enfants par la main et on est parti par là. C'était à peu près à la même heure, vers 4 heures de l'après-midi, le 24 août 1988. On avait cultivé des fruits et des légumes, mais on n'a pas pu les emporter ni même les manger. Les troupes de Saddam Hussein étaient sur la montagne. Ils nous visaient avec des mitrailleuses. Il y avait des soldats partout sur cette montagne. Sur le plateau en face, il y avait plein de soldats. Les routes étaient coupées. C'était le désespoir. On a décidé de partir et on s'est mis en route. Beaucoup de gens dans cette vallée sont restés. À l'époque, il y avait environ 100 maisons. Le 24, on est parti. Le 25, mon frère est revenu dans le village. Il y avait des poulets, des coqs partout. Les soldats ont jeté 26 bombes chimiques dans ces champs dans le village. Là-bas, 3 hommes ont été tués. Quant à Haji Saleh, il est mort avec sa femme et son fils. Ils sont tombés ensemble. Il ne restait ni poulet, ni coq, ni un oiseau vivant. Quand mon frère a été de retour dans cette zone, tout était blanc comme un brouillard. Pourquoi Mona s'est retrouvée dans le camp à Mardin et n'ont pas été arrêtés, ne se sont pas enfuis? Elle n'est pas avec nous. Elle n'était pas mariée encore, elle était avec son frère et puis ses parents. Et puis le mari était habité ici. Benim
Monsieur Jemal Budak, qu'en sentez-vous? Mademoiselle Mona, assistez-vous à prendre pour époux Monsieur Jemal Budak, ici présent. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Les deux sœurs savaient que Mona était dans un camp où ils avaient des nouvelles, où il n'y avait pas de nouvelles. Elles savaient un peu ce qui se passait. Il n'y a pas de nouvelles. Nous restions à peu près 8 mois en Camp Merdin. Après, moi, un jour, j'ai téléphoné. Nous dit, nous ensemble, tous vivants, tout de suite, en Camp Merdin. Et après, ils ont su qu'elles allaient en France. Ils partaient en France après les fouilles. Il s'est passé 1 an, oui. Ouais. Après, oui. Jusqu'à 92, quand ma mère est décédée, j'arrivais avec les circuits. Quand j'arrivais en dehors, je vais tous les soirs avec les enfants tous. Et est-ce que maintenant, par exemple, elles ont un peu de... Je ne sais pas, elles sont contentes que Mona soit en France, elles aimeraient bien... جي غريبي بو او جي غريبي بو دي ودراز بو چند سالا دي سواد که عيدي نبون تلفون نبون شني تلفون كي هم نظن يعني بصحة ما تشتن نظن تشش ما نظن چند سالا دي سواد ديكم نمي خدي كي ديكم چند سالا شوي دي كشني كوينان دافيري زحمت ويزو هيك بسري خوب قلبو منا خوش بقلب كتير خادنا كردين كردستان يونجي كردين كردستان كتير خادنا كردين أوروبا. بله. جالس شيء بن. بله. يعني زحمتي بوانا ده كم. لا زحمة واجب وجبه. Chez nous, on a pu voir des documents nous montrant qu'il existe toujours des crimes d'honneur. جبن داسة دايبو بدال كابيتا يعني مكان بيدي دوكيجي يعني تقريبا ما بين صومال دوكي افتشتر اللي مشابه بس بوشا دايبو بيحقق بيكتب كوجي انت شو صار Non, بس يعني كنت عدولي تشدي كيف كوجي بس جو سبب ما Et votre maman, elle s'habille souvent comme ça en France, non? Ah jamais. Jamais. Est-ce que tu vas prendre la liquette? Ah. Mais je viendrai vous rendre visite. D'accord. C'est la première fois que vous venez, non? Non, ça fait 3 fois que je viens. Ouais, ça faisait 4 ans que j'étais pas venue. Et je suis revenue. Et ça fait quelle impression de venir ici? De revenir, bah ça fait du bien. Oui. Ouais. Et la première fois que vous êtes venu ici, c'était pas un peu étrange, non? La première fois, si, parce que quand je suis partie d'ici, j'avais 6 mois. Donc, ouais, c'était bizarre. Et c'était après la chute de Saddam Hussein? Voilà, ouais. Donc après 2003? Ouais. Et vous avez appris le kurde avec votre maman? Ouais, mes parents, ils parlent toujours kurde chez moi. Ouais. Attends. Avec mes frères et sœurs, on parle français, mais avec ma mère et mon père, je parle kurde. Vous étiez là-bas, vous aviez l'air très bien, non? Ah oui, ouais, c'était bien, ouais. Vous n'avez pas eu envie de rester? Ah si, je voulais rester, mais bon, il fallait que je rentre parce que j'ai construit ma vie ici, j'ai grandi ici, j'ai mon travail, j'ai ma famille, donc il fallait que je rentre. Toutes les familles ayant transité à Bourg-Lastic ont construit leur vie en France. Toutefois, on m'avait assuré d'une exception. Madame Choukria Bewari et son mari étaient revenus définitivement à Douok. On m'avait parlé de Choukria, la banquière.
Ça, c'est aussi le travail avec moi. Nous, on est là 4 personnes. Moi, je suis la responsable de la comptabilité de ici. Vous étiez responsable aussi des femmes, non? Oui, oui. Là-bas, à Borlastic. À Borlastic, oui. C'est monsieur Mohamed, il le sait. Et donc, vous avez vécu en France longtemps? Après Borlastic, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, normalement, après la Borlastic, on était installé à Clermont-Ferrand. Et puis, on a fait notre vie là-bas. Je suis restée presque 17 ans là-bas. Et puis, avec ma famille tous. C'est mon papa et ma mère, et puis mon frère. Et puis, on a resté un moment là-bas. Et puis, moi, j'ai fait mon mariage. Et puis, mon frère aussi a fait son mariage. On était tranquille, on était bien. On a fait notre vie là-bas. Au début, j'ai appris la langue française. Après, on a fait les stages pratiques. Je l'ai fait à gestion cadre. Après, j'ai fait plusieurs fois la demande pour avoir un poste de travail au niveau de la comptabilité, vraiment à Clermont-Ferrand. Je ne l'ai pas trouvé. Après, finalement, j'ai ouvert un atelier de la couture et la retouche. Et puis, mon mari, il a fait un restaurant. Et moi et mon mari, on était très bien. On n'avait pas de problème, mais le problème qu'on avait, on n'avait pas d'enfants. Donc, c'est moi qui cherche toujours un enfant. C'est moi qui cherche partout, toujours un enfant pour moi. Plusieurs fois, je suis partie à la préfecture, conseil général, secteur adoption. J'ai posé beaucoup de questions. Et après, on a quitté tout. J'ai abandonné mon atelier. Mon mari, il a abandonné son restaurant. Après, j'ai posé la question à conseil général. Ils m'ont dit que si vous trouvez un enfant en Irak, ça sera plus facile pour vous que si vous cherchez un enfant dans l'Europe ou dans d'autres pays. À cause de ça, je suis venue en Irak en 2008 et j'ai trouvé un enfant. À cause de ça, sinon, et puis, je ne peux pas rester sans travail aussi. Je ne peux pas rester sans travail ici en Irak parce que c'est cher ici. Il me faut trouver une solution pour vivre, moi et mon mari. Dès que les papiers de ma fille, ça sera fait, moi je quitte. Maintenant, la fille, elle est grande. Elle a 3 ans et demi, même je l'ai appris français, puis maintenant elle est à la crèche. Et donc, j'abandonne pas ma fille aussi. Et puis, je veux bien je veux bien que les papiers de ma fille, ça sera fait. Et puis, je rentre en France. C'est ma fille, hein. Maintenant, mais elle est grande, elle parle. Je lui ai appris la langue française, hein. Elle danse, elle parle, elle chante. Elle est magnifique. Je rentre une autre personne en France. Ça sera, je ne sais pas combien, 2020. Oui, c'est très bien. Monsieur Mohamed, pourquoi il nous a donné la nationalité française si on n'a pas le droit pour rentrer ma fille, au moins pour renouveler notre passeport? Depuis les débuts de la crise en Europe, je découvre que quelques jeunes gens que j'ai connus en 2008 font des incursions au Kurdistan dans l'espoir d'y trouver un travail. Les voyages sont devenus plus faciles depuis qu'à Erbil s'est ouvert un aéroport international. C'était en 2010, il me semble, c'était il y a 2 ans. Donc j'ai été en fait dans le but de travailler. J'étais partie avec une agence de voyage de France qui avait son siège justement à Paris. C'était terre entière. Ils font des pèlerinages dans tout ce qui est vers Jérusalem, les terres saintes, tout ça. Et ils font également des voyages un peu hors du commun. Donc en fait, ils avaient une filiale à Erbil. Et donc j'avais postulé en candidature spontanée à Paris. J'ai été voir le PDG, donc on a eu un entretien et
Donc il m'a dit, je vous laisse aller voir sur place, si ça vous tente. Comme ça, moi ça m'intéresse aussi, parce qu'il voulait quelqu'un de francophone en fait. Donc j'ai été là-bas. Et donc arrivé sur place, au début j'ai du mal à joindre son collaborateur à Erbil, parce qu'il était souvent en déplacement, tout ça. Donc il était dans d'autres pays, au Liban notamment. Et donc j'avais un peu de mal. Et au final, j'ai réussi à la voir. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que Erbil, en fait, c'est entre guillemets la capitale économique, on va dire, du Kurdistan, d'Irak. Et c'est un melting pot, en fait. Il y a un peu de tout là-bas. Il y a autant des Kurdes, des Turcs, des Arabes, un peu de tout. Et donc, le bureau, en fait, c'était plutôt une maison où il y avait une pièce qui servait justement d'office pour que les gens puissent venir. C'était pas une agence de voyage ordinaire. Moi, je devais être là-bas, je devais être guide et en même temps, recevoir tout ce qui était appel et mail. Et quand les gens, un petit groupe de Français arrivaient sur place, on devait faire tout un circuit passant par Slimani, Erbil, Duhok, les sites archéologiques, tout ce qui est avec les Yézidis, les chrétiens, les musulmans de là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, je devais partager cette maison-là, parce que comme j'avais pas d'habitation à Erbil, et je devais donc partager ce logement avec d'autres personnes, d'autres hommes qui devaient venir travailler là-bas également. Et ça correspondait pas forcément ça correspond pas à notre culture, donc j'ai été obligée de refuser. Donc j'ai refusé ça, et puis je suis revenue bredouille. C'est surtout pour les femmes, parce que les femmes, elles ont beaucoup plus de liberté ici. Ici, on peut faire beaucoup de choses sans être critiqué. Mais de vivre définitivement là-bas, pour nous, c'est pas possible, surtout pour les femmes. Donc, j'avais dit ça, en fait, parce que je pensais pas que, justement, un jour, on pourrait vivre là-bas. Dans le sens où, c'est pas trop la religion qui règne là-bas, c'est plus les mœurs, les traditions. Donc, on peut pas dire que c'est l'islam qui impose ça. C'est plus... en fait, comment ils ont été élevés, comment ils ont été éduqués, dans leur mentalité, c'est pas la même mentalité que quelqu'un qui aurait grandi ici. Des trucs ici vont passer anodins là-bas pour nous, alors que en fait, une maladresse de quelqu'un qui vient d'ici là-bas peut être mal vue sans qu'on s'en rende compte, en fait, parce qu'on n'est pas forcé à connaître toute l'éducation, entre guillemets. Donc, je sais pas. Enfin, autrefois, je pensais ça. Maintenant, j'ai ma sœur qui est là-bas. Donc, elle, ça fait un moment qu'elle est là-bas. Donc, ça se passe bien. Elle est toute seule. Mais elle est à Erbil, elle aussi. Et pour l'instant, ça lui plaît. Et peut-être qu'en fait, les choses ont changé. Je sais pas. Elle enseigne le français. C'est une école privée, en fait. C'est plus des enfants de riches qui sont dans un milieu aisé, donc, et qui souhaitent apprendre le français. Ça lui plaît, mais bon, elle a le mal du pays aussi. Hein. Donc elle a ses amis ici, sa famille. Et puis, c'est pas tous les jours facile. Il y a beaucoup de choses aussi ici qui ont changé. Donc, c'est la crise. Mais c'est dur aussi pour nous des fois ici. Donc, pourquoi pas là-bas, essayer de tenter quelque chose.
pensais pas que justement je pourrais vivre peut-être là. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, je me pose des questions en fait. Donc je me dis, en fait, pourquoi pas des fois. Surtout quand maintenant tout ce qui se passe ici. Donc je me dis peut-être que des fois on est mieux là-bas. En fait, ce qu'il y a en France, comme dans tous les pays d'Europe, en ce moment, c'est un petit peu difficile. Et souvent, on ne va pas prendre le problème, enfin l'origine du problème. On va montrer d'autres problèmes pour occuper les gens, pour leur faire passer des messages un peu, c'est pas xénophobes des fois. Et des fois, ça fait cogiter. Encore nous, ça va, on s'en sort pas mal, on va dire, entre guillemets. Mais des fois, c'est... Il faut toujours un bouc émissaire. On ne cherche pas à, comment dire, à résoudre le problème. On va toujours se dire « Ah, c'est à telle personne la faute ». Donc, au bout d'un moment, ça devient lourd. Donc voilà. ما تلقى ما هو دويك شامبو مي بله تشاد موبيل وير بشتي خدي هو كيلا 4 سال جدي 4 سال اري 4 سال جدي 4 سال موبيل اري بورك تمر بيت الوير مرن ودي دو ما جاك بشكل صوب جاك هذا جاب بامو من عمليه انك ظلام اها تابخو عيله تابخو بل نيل مبخو بس فوق الجند بل الجند هاي هاي وقت تشابيت عمليه شانسون بس شو صار تمام چهار و پنج بس عبد الله جي قلت وانا عبد الله بن زوي بلا وجد او نمون او حيولي مشاكل نمويا اي حسين نمويا جرك نمويا شو صديق قال ما بو صديق مليون صديق ونصي وجروبيا وشلون جروبي جي او مربوط بيه او بيري مربوط بس بري علي حسي وبري المشاختي وزي جرج ابوليج بلا انفول بلا عمليه الزون ان شاء الله والله جرج شو جرج الناس من شم جرج الناس من كوين من بيت وحطني كانت شيء بها كده تشتاق نضات بس شريتها بسوي تشمنا كي ابدا ومدري شو يجي تاني خذ بوبي مشيد البحر كي احمد بمشي شيده ودق عيل مشي وش كوي هو تاكل البير الشري هو البير بس ابتلمني ما شاء الله بدي بس ابتلمني نعمل بريق وطلع بريق اجري من بريق نعمل نخرج ما تادي دخل ايه بابا قرعه الشهر ما قدامنا وين شباتك بك قدامنا بدي درانجي ما بديش نقوم ودي شو دي بلوب خدي شوي دي شهمي حالته شباتك انا وانا دافع دي بلا بدي جرخي ولا شباتك لا ولا دي باقي الكشوز دي ولا شباتك ولا نا شينو بيدين ما باكو شينو سيدو ساقط هذا ابو هامي بس شينو سيدو بردي لازم انت جالنا يجي ودي اشترينا شونا تركيا شونا فرنسا ساعات تمزوني هوا قديشنا نوف كوفي ساعات هذا روشي اوش ما انسان تداك هاي حقيقه ما بعرف ساعات ترولي ايوه باسكو مو يا بابا وقت بيجن شهر زايد ما يتبرد بيجن او
پس وقتی چیتن زبله خود که عرضکی کو 100 سال حساب سر و بچن 100 سال سر و بچن آف جنا گرید باران جنا گریدن او زبل بیتا اودی او کبریت فیچ بله اول که پاترول یا مثلا پاترول جویا دور بارو زبل همه یا تشتی بله یا امبیلاج دیت خوی کلام بیلیزان اول بیلیزان سال 1908 هفته 11 شرک چه بود ناو برای پیشمرگ شورش گلان یا پارتی دموکراتیک کردستان و حکمت عراق صدام حسین البعثیه البره دوی شریطه برای من هنگ 20 سالی بو حمره 20 سال اوی جو پیشمرگه بو بجداری وی شرکر بو ابناو موسى سلیمان الکشکی شهید بو پشتی شرکه گران ناو برا پیشمرگت پارتی دموکراتیک کردستان دا چه بو و جيش عراقي يا صدام حسيني برايم الويري شهيد بو بس زيانك مثلا جهاندا رجيم صدام حسيني دوي داميدا صد جندي هاتنا شهيد كرم برانبري دو شهيد مدان او مقبرك الفيرا صلاتر برايم الويري شهيد يعني بشارتي او شهيد ايك او عسكر جيجفيلي صرال تري بو همي بشتا فيتيوي بو هشتا وسي حتى هشتا الفيري بيشمركي بوم و برين بيتش شوراشي بوم اما مولا ما جي الفيري بو وقتي كامش قندي ما يكيفن راكينا مينو انا فيري بو بم الفيري جعاد كري ام بوينا خاجي الفيري حتى هشتا ونه Notre maison était là-bas, juste derrière. On a resté presque 7-8 ans, 83 jusqu'à 88. Vous étiez jeune, très jeune à l'époque, oui, non? Oui, il y a 20 ans. Vous aviez 20 ans? Oui. Vous êtes aussi bonne quand vous aviez 20 ans? Oui, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Oui, ça n'a pas changé. با نوه میکائیل و گنده مایا سال 68 از دیاخا بوما الوی گندی من مدرسه ابتدایی الویره خلاص کردیه حتی هفته و هشت گنده ما ترحیل کردیه تقریبا برین ساعت و نیوش ویره دی تجمع کرد برین تجمع آهیزه و هشته و سیه نوه مهد با عسکریه انا چما عسکریه از مجبور مهد بون پیش مریه. Les gens, ils ont construit une belle maison, ils viennent pour week-end, pour vendredi, samedi. Mais des fois, pendant l'été, ils restent ici jusqu'à fin novembre. C'est la maison de mon père, il a construit à peu près il y a 10 ans. Avant Saddam, il a détruit partout. Il n'y a pas qu'ici. Tout le village, il a rasé. Voilà, tu es
La guerre n'est pas finie. Des militaires turcs sont installés dans des fortins qui dominent la vallée, parfois sur le territoire irakien. Dans la vallée, on rencontre des membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation armée réclamant l'autonomie du Kurdistan de Turquie au sein d'un système fédéral. Ils sont gentils, en général, ils sont gentils. Lui, par exemple, quelle est sa profession et comment est-ce qu'il pense pouvoir continuer à l'exercer ici? J'étais combattant. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire ici comme travail? Tu n'as jamais eu envie de revenir? Je pense que si nous avions trouvé quelque chose, si tu reviendrais? Oui, ah oui? Oui, sans problème. Parce que en France, tu n'as rien trouvé. Ah oui, c'est difficile maintenant, oui, je sais. Tout de suite, c'est très très difficile. Pour les enfants aussi plus. Je pensais toujours là. Parce que le grand pays, moi, avec beaucoup de terrain et beaucoup de choses, c'est en France. Moi, il y a des petits jardins, moi, très riche. Oui. Cette raisin, elle les donne 3 fois. Les vignes. Elle a commencé 3 fois. Ouais, il y a des grands jardins, des bons pommiers de l'autre côté. Il y a pas loin. La maman de Mona et Mohamed est décédée en France moins de 3 ans après son arrivée à Bourg-Lastic. Mohamed m'expliqua que retourner exploiter ses terres au Kurdistan, cela n'était pas rentable. Les fruits et légumes provenant de Syrie et de Turquie sont vendus moins cher que la production locale. Et de plus, toute sa famille vivait en France. C'est là à droite mon jardin, c'est ici. Là. Ici jusqu'en bas. C'est Pierre, mais quelqu'un m'a donné à Angoulême. Maintenant, toutes les manger dans la soupe, les Kurdes, ils les mangent beaucoup ça. Celui-là aussi s'appelle Parat. Et celui-là arrive en Kurdistan aussi, à Dour. C'est pas comme poivreau. C'est
s'appelle qarat, on mange comme ça les foules. Ouais. Les tomates un petit peu rouges. Tous les jours, vous ramassez comme ça? Oui, nous, les cagettes. Regardez, il faut leur tous tomber, partout. Regarde. C'est moi qui ai rapié avant 12 ans. Parce que dans mon pays, moi, j'ai fait beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup cultiver comme ça. Alors on en est où? Bah maintenant, j'ai 20 ans et je suis en première année de licence d'économie et gestion à Créteil. T'as terminé première année? Ouais, j'ai terminé la première année et je vais passer en deuxième année maintenant. Alors si tu me demandes ce que je veux faire, je dirais que je sais pas encore exactement, mais plutôt dans le avec travail. option, etc. Oui. Je vais plutôt dans le domaine de la gestion. Et voilà tout, hein. Sinon, bah, je suis encore arbitre de football. Bénévole toujours? Non, c'est pas, je suis quand même rémunéré. Ah. Ouais. Puis donc voilà, puis ah oui, j'ai créé une association aussi cette année. Une association culturelle, bon, qui n'est pas axée sur les Kurdes, mais plus sur les jeunes d'ici, de Fontenay-sous-Bois. Et cette association, pardon, elle vise à, comment dirais-je, à ouvrir un petit peu les regards sur la culture urbaine. Et puis aussi, dans le futur, notre objectif, ce serait aussi d'aider au soutien scolaire et donc à aider les jeunes en difficulté de cette ville. Je suis en troisième et là je vais passer en seconde, générale. Et j'ai eu mon brevet. Et l'année scolaire qui s'est terminée là, est-ce que j'ai entendu bien? Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as eu comme note? J'ai eu mention très bien au brevet. Ouais. Et je suis arrivée première de mon collège. C'est moyenne de... Total moyenne 18,81. Moi, je vais être pédiatre. Pédiatre? Toi, qu'est-ce que tu fais depuis la dernière fois où je t'ai vu? On est au lycée. Au lycée? Ouais. En quelle classe? Seconde. Seconde? Oui. Et tu as une idée de ce que tu veux faire ou... Non, pas encore. Et ça va? Ça marche le lycée? Ouais, ça marche. Ouais. Donc la petite là, c'est... Ça, c'est Shayman. Non, c'est moi. Ça, c'est Shayman. C'est petit Shayman. Le 14 juillet, c'est quoi? La fête nationale, d'accord? Ouais. Oui. C'est la fête nationale, le 14 juillet, c'est une fête connue en France. On nous l'a appris en histoire à l'école. C'est... attends, si je réfléchis bien, c'est pas mauvais en histoire en plus. Là, les Français fêtent le 14 juillet pour... Charléon, oui, mais une histoire derrière tout ça, c'est que comme l'armée française avait eu beaucoup de pertes dans l'armée, je crois, pour se remettre... comment dire en français, se remettre en état. Pour se remettre en état, et ils faisaient défiler l'armée pour dire qu'on est toujours là, quoi. Qu'est-ce que ça évoque pour toi le 14 juillet? C'est l'anniversaire de la prise de la Bastille. En assistant à 2 feux d'artifice, je me souvenais que l'accueil de ces réfugiés kurdes se fit l'année de la célébration du bicentenaire de la Révolution de 1789.
Et je comprenais que la plupart des jeunes gens auxquels je demandais pour quelle raison la date du 14 juillet avait été choisie comme jour de la fête nationale me donnaient des réponses incohérentes. Ces feux d'artifice, spectacles pyrotechniques comme l'annoncent les affiches, étaient anonymes. Une composition sonore de centre commercial, des chansons principalement anglo-américaines, mais surtout aucun chant révolutionnaire et aucune référence à la Révolution, fondatrice de notre République.